Bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez H Télévision. Bienvenue sur l'invité de H. Elle est bien révolue, cette époque où les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, réunis au sein d'un même parti politique, luttaient au péril de leur vie pour l'unité du Cameroun et la conduite du pays vers l'indépendance réelle. L'Union des populations du Cameroun, parti politique créé en 1948 dans un café-bar à Douala, aura non seulement été le sédiment à partir duquel s'est fondé le patriotisme camerounais, mais a aussi ouvert la voie à l'émancipation du Cameroun et par-delà également celle de l'Afrique noire francophone. Les pères fondateurs de ce mouvement sont tous décédés de façon dramatique, mais n'auront pas eu le temps de préparer la relève. Aujourd'hui, le parti est plus que jamais divisé entre les guerres d'intérêt et les luttes de positionnement. Les crabes se sont certes multipliés, mais sortent peu à peu de la ligne édictée par les pères fondateurs. Aujourd'hui, l'âme immortelle du peuple camerounais a disparu et presque rien ne laisse croire à sa renaissance. Pour en parler ce jour, nous avons convié Maître Jean-Marie Nouga. Il est un militant engagé de l'Union des populations du Cameroun depuis un quart de siècle. Il a décidé de quitter le parti depuis le 10 juin 2019. Maître Nouga, bonsoir. Bonsoir et je vous remercie de me recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Je rappelle que avant votre démission, vous étiez le président de la commission de communication du comité directeur de l'Union des populations du Cameroun. C'est bien cela? Oui, c'est vrai. J'étais président de la commission de communication, en effet. Oui. Et directeur aussi de la Voix du Cameroun. Oui. Et vous étiez par ailleurs conseiller municipal? Oui, j'ai été élu conseiller municipal à la commune de Matombe au nom de l'Union des populations du Cameroun. Là, nous sommes dans le département d'Union Ekele, tout à fait, région du centre, Cameroun. C'est ça. Alors, Maître Nouga, comment se porte l'UPC au moment de votre démission? Je pense que votre introduction a dit quelque chose d'important. L'UPC se porte mal. Il faut avoir le courage de le dire. Se porte mal en ce que elle semble être un parti aujourd'hui qui se bat pour adhérer, après une longue période d'interdiction, au style de fonctionnement des partis politiques que j'appelle néocoloniaux, les partis politiques post-coloniaux. Alors que l'UPC est un parti précolonial. Oui. Il est peut-être pas précolonial, je voulais dire post-indépendance. Alors, pré-indépendance. Oui, pré-indépendance. Voilà. L'UPC est un parti pré-indépendance. Alors, il essaie de s'adapter pour fonctionner comme les partis post-indépendance. Oui. Et cela a traduit que la quête des prébendes, qui a été en réalité la raison d'être des partis post-indépendance, est devenu également un objectif du parti. Et ce faisant, l'héritage des pères fondateurs que vous avez assez bien évoqué dans votre introduction ne semble plus l'objet de cette UPC-là. Alors, l'accession au gouvernement, l'élection à des postes électifs, certes, mais qui rapporte à la mairie, député, devient un objectif où ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des entrées, des anciens fonctionnaires en retraite, essayent de revenir militer à l'UPC. Et ça donne évidemment un terreau, si vous voulez, une foire de positionnement qui ne permet pas de mobiliser, qui ne permet pas de se réapproprier l'héritage des pères fondateurs du parti. Et ce faisant, l'UPC se porte mal. Et surtout, la lutte contre l'UPC n'a pas cessé. Les pouvoirs politiques camerounais continuent à avoir peur du patriotisme fondateur de l'État. Ils veulent continuer à donner l'illusion d'une unité nationale, l'illusion d'un progrès, là justement où il n'y a ni unité nationale véritable, ni progrès. Ils veulent continuer à donner l'illusion d'un État
constitué par un peuple camerounais, alors que le peuple camerounais n'a jamais constitué l'État camerounais. L'État camerounais est un décret colonial. Oui, vous dites que l'UPC va mal. Donc l'UPC va mal. Et du coup, vous quittez le bateau avant qu'il ne coule. C'est un peu le sens de votre démission, si je dois l'interpréter. Oui, ma démission devrait s'entendre davantage comme un cri de détresse. Parce que l'héritage des pères fondateurs de l'UPC demeure. C'est un héritage réel qui est là et dont il faut s'approprier. Vous pensez que les Camerounais en ont conscience? Et justement, on devait pouvoir compter sur l'UPC pour réveiller la conscience des Camerounais à l'impératif d'unité nationale, à l'impératif de progrès, à l'impératif de panafricanisme de l'Union des populations du Cameroun. Mais étant entendu que c'est un parti qui cherche à l'heure actuelle davantage à faire comme les partis post-indépendance, ces préoccupations ne sont plus les siens. C'est donc pour ça que j'estime qu'il faut poser des actes qui affirment ma désolidarisation de cette manière de gérer l'UPC, de cette manière de militer dans l'UPC. Je ne veux pas être solidaire de cet abandon de l'héritage historique des pères fondateurs. Je ne veux pas être comptable de cette UPC qui n'a plus du projet UPC dans sa démarche ni dans ses stratégies. C'est ça le sens de ma démission. Mais c'est aussi... Alors, quand vous dites que l'UPC est en train de s'arrimer à la logique des partis post-coloniaux, post-indépendance, voilà, il s'agit de quoi de manière concrète? C'est-à-dire que vous également, en tant que parti politique, et c'est le rôle d'un parti politique, de conquérir le pouvoir par des moyens républicains, bien sûr. Alors, il s'agit de quoi exactement? Eh bien, écoutez, la plupart des partis post-indépendance sont des partis néocoloniaux, c'est-à-dire qui ont accepté le principe que le peuple camerounais ne peut pas exister sans le soutien des colonies, alors que l'UPC affirmait que nous sommes capables d'exister par nous-mêmes, de manière souveraine, et avoir des relations, si cela était nécessaire, avec tous les États, y compris les États qui nous ont colonisés. Mais des relations qui ne relèvent pas du diktat de ces États, mais de la volonté de notre peuple. Du maître de l'esclave. Voilà. Donc il fallait s'arrimer donc à cette démarche. Oui, il faut plaire à certains États, dits des puissances. C'est un tout petit peu ça le problème des États africains. Il faut plaire à la France lorsqu'on a été une colonie française, sinon on vous envoie une guerre civile, sinon on vous tue, vous le leader. Il y a des exemples, les Français sont très violents et très criminels sur ce point. Alors je parlais tout à l'heure de la partition du parti l'Union des populations du Cameroun. Il y a plusieurs tendances qui existent aujourd'hui. Je ne vais pas les énumérer, mais je veux simplement vous demander qui parle au nom du parti aujourd'hui. En réalité, il n'y a pas... La véritable UPC. Oui, en réalité, qui la représente? En réalité, il n'y a pas de tendance. Parce que la tendance suppose qu'il y a un programme politique, qu'il y a une méthode, une stratégie propre qu'on veut proposer et qui ne passe pas, mais qui a toute son importance. Alors, comment vous classifiez? Mais aujourd'hui, il n'y a pas de tendance. Il y a que le système gouvernant, le pouvoir actuel, a choisi pour empêcher l'expression du patriotisme fondateur, de désigner les dirigeants du parti, ou de choisir ceux qui devraient diriger. Et ça a commencé dès le début. Vous savez, après, si vous voulez, la dislocation du parti, on ne savait pas très bien qui était UP6, qui ne l'était pas. Alors, on a vu des personnes qui étaient effectivement UP6 parce que militants, je veux dire actifs dans les maquis, parce que, et qui sont rentrés au pays. Il y en a d'autres qui ne sont pas rentrés. Et les stratégies de retour à la légalité n'étaient pas également partagées. Et c'est en quelque sorte le pouvoir qui a choisi qui devait revenir à la légalité, celui qui acceptait d'appliquer des lois qui étaient prises par le pouvoir tout seul. Vous accusez le pouvoir en place d'être à l'origine de la division? Bien sûr, le pouvoir est le premier acteur de
de la division, en tout cas des discordes, du discrédit de la direction du parti. Donc, ayant donc choisi, parce que certains pensaient que l'UPC ne doit pas redéposer un dossier de légalisation, puisque c'est un parti qui existait avant, donc certains pensaient que l'UPC devait tout simplement être, son interdiction devait être levée et continuer à... Alors le parti, le pouvoir, a choisi de ne reconnaître que l'UPC qui aura choisi de déposer un dossier comme étant un nouveau parti politique. Alors ça a mis déjà en discussion ceux qui pensaient, ceux qui pensaient qu'il faut lever l'interdiction face à ceux qui pensaient qu'il faut se soumettre à la nouvelle loi qui avait été adoptée en 90. Donc voilà les premiers mouvements de division et qui se sont perpétués jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez bien que dans ce mouvement de division, il n'y a pas un programme politique. C'est une question d'opinion sur un sujet. Donc je pense que si nous tous, si tout le monde était... En 2018, par exemple, le ministre de l'administration territoriale a reconnu... C'est la même stratégie. La faction Bapolipot. En 2018, alors justement que rien ne permet à un ministre de désigner un dirigeant politique d'un parti politique, après le Congrès a désigné M. Balé-Guelncourt comme secrétaire général avec son équipe. Mais en 2018... le ministre de l'administration territoriale prend un acte où il instruit au gouverneur qu'en réalité, la seule personne qui doit représenter l'UPC, c'est le député Bapolipot. Alors, tout cela, ça n'a pas commencé en 2018. Ça a été un tout petit peu le même processus en 90 pour la relégalisation ou bien le retour à la légalité. Ça a été le même processus pour les élections de 92 où le secrétaire général Augustin Edvetri Kodok, qui n'était pas aussi contesté qu'il a été après, a été confronté au président d'Etoumaza sur une simple option. Ce n'était pas un programme. Faut-il aller aux élections ou pas? Donc, il n'y a pas en réalité des factions. Il n'y a pas de factions. Mais il y a en réalité une stratégie gouvernementale de discréditer la direction de l'UPC et d'empêcher ce parti à exprimer son programme politique. D'accord. Dans votre lettre de malheureusement, il n'y a pas de dirigeant qui soit capable d'accepter de mobiliser le peuple pour expliquer d'abord cette situation et pour essayer de la corriger par l'action politique. Tous ont envie d'être relativement proches du gouvernement pour bénéficier de quelque chose qui leur donnera un peu de bien-être. Vous accusez le gouvernement d'être à l'origine de la dislocation du parti l'Union des populations du Cameroun. Dans votre lettre, vous l'appelez d'ailleurs le système des pouvoirs publics du système néocolonial. Je rappelle qu'en 2018, la faction à laquelle vous appartenez a soutenu la candidature de M. Paul Biya. Oui. Mais écoutez, il faut bien dire qu'en fait de faction, disons que c'était pas la faction, c'était la seule, c'était le seul organe, le seul parti c'est l'UPC qui s'est exprimé de cette manière-là. Non, mais sauf qu'à côté, alors, il y a... Oui, j'y viens. Mais maintenant, à côté, il y a l'UPC des individus, il y a l'UPC de Bapolipot. C'est des individus, un peu comme moi, je dois vous dire très honnêtement, j'étais pas d'accord pour le soutien du président Biya en 2018. Pour une raison simple, je pensais qu'il est peut-être temps que le président Biya imagine un tout petit peu de remettre son projet Cameroun à une force plus dynamique, je veux dire à la jeunesse, vous comprenez? Et surtout, je pensais que ça ne correspondait pas du tout à une option politique, parce qu'il n'y a pas eu de discussion ni avec le président, ni avec son parti, pour faire ce choix. C'était tout simplement un choix décidé dans le but d'atteindre un certain type d'intérêt matériel. Vous comprenez? Et peut-être même personnel. Mais, malgré cette position tout à fait personnelle, j'ai battu campagne pour le parti, en disant le parti a officiellement décidé le soutien au président Biya. Et j'ai donné les raisons
que le parti avait développé à cette époque. Mais vous n'étiez pas d'accord. Mais je n'étais pas personnellement d'accord. Alors, contrairement à d'autres, pourquoi ne vous êtes pas retiré pourquoi ne vous êtes pas retiré à ce moment? Mais écoutez, c'était le temps de la maturation de l'idée. C'était le temps de la maturation de l'idée. C'était un sommet de la maturation de l'idée. Parce qu'à ce moment, effectivement, j'ai pensé à me retirer, mais j'ai pensé que je n'avais pas encore suffisamment de moyens et que ce n'était pas un moyen suffisant qui devait justifier mon retrait. Alors, qu'est-ce qui justifie à présent ce retrait aujourd'hui? Pourquoi avoir choisi exactement cette date, 10 juin, pour déposer votre lettre de démission? Mais quelques mois avant, je rappelle que vous étiez déjà membre du mouvement 11 millions de citoyens. Oui, non, je dois dire, il faut être honnête. Quelques semaines, je suis sympathisant 11 millions. Vous avez brandi votre carte d'adhérent un peu partout sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Je suis adhérent de 11 millions depuis le début. Je dois dire très modestement avoir participé à la création de ce mouvement. Très modestement, avoir émis des idées. C'était un mouvement important. Le seul qui, au Cameroun, s'est levé pour faire de la citoyenneté un instrument d'action politique. Et il fallait... Mais écoutez, il faut que les gens sachent qu'est-ce que ça veut dire être citoyen. Parce que si vous savez ce que c'est qu'être citoyen, si vous êtes conscient de votre citoyenneté, vous devez participer à la désignation et au mouvement politique global, notamment à la désignation des leaders. Et il n'y a pas un autre moyen de décider les leaders. Que ce soit avant la colonisation ou aujourd'hui, il y a un seul moyen pour désigner les leaders, c'est les élections. Et il fallait mobiliser la plus grande partie de la population pour les élections. Et j'étais militant. Donc j'ai présenté ma carte un tout petit peu pour donner les indicatifs de mon soutien à l'action politique que M. Liby avait commencé à faire. Vous y décelez des relents du pécisme? Mais bien sûr, ce n'est pas seulement des relents. Ce n'est pas seulement des relents. Cabral Liby fait ce que nous, à l'UPC, n'avons pas fait. C'est ce que l'UPC devait faire. C'est-à-dire, la première action de l'UPC, c'est la mobilisation. Mobilisation autour de l'unité de la nation. Il fallait convaincre toutes les cultures camerounaises de l'intérêt d'adhérer au mouvement d'indépendance. Comme aujourd'hui, il faut mobiliser toutes les cultures camerounaises, toutes les couches sociales, à l'intérêt de participer à la construction de la nation, à la construction d'une égale citoyenneté pour tous les Camerounais. Et c'est ce que l'UPC a fait, c'est ce que Liby fait. Et j'ai dit, et je répète, Cabral Liby fait aujourd'hui ce que nous aurons dû faire à l'UPC. Et c'est l'une des principales raisons pour laquelle j'ai découvert, avec son action, qu'en réalité, on peut faire de l'UPCisme hors de l'UPC. Alors, donc on voit en cela, en votre adhésion au mouvement de Cabral Liby, un choix purement politique, c'est-à-dire que Cabral Liby, qui a eu de très bons scores dans votre département, aujourd'hui, vous constatez, peut-être, vous me direz, que les choses sont perdues d'avance en restant au sein de l'UPC. Du coup, vous quittez la barque. Écoutez, et un bon tacticien politique, eh bien, vous adhérez directement dans le camp d'en face. Est-ce que cette explication ne tient pas aussi la route? Mais écoutez, tout le monde avoue que j'ai le droit de faire aussi des calculs. Bien sûr. Et il faut faire les calculs de succès. Vous comprenez? Si ces calculs correspondent à un projet social, un projet de société utile, un projet qui mobilise le peuple camerounais. Et non à un intérêt personnel. Et non à un intérêt personnel. Je vous prie de ne pas me condamner pour ça. Je voudrais l'assumer, mais je ne suis pas sûr que j'ai procédé vraiment à un calcul. Cabral Liby... Vous ne voulez pas conserver votre mandat électif? Pardon? Vous ne voudriez pas conserver votre mandat électif? Mais à quoi il sert? À quoi il sert le mandat électif dès lors qu'il n'applique pas un projet, notre projet de société? Dès lors qu'il ne participe pas effectivement ni à consolider l'unité nationale, ni à consolider le progrès commun, c'est-à-dire l'élévation du standard de vie des Camerounais, ni à participer à asseoir le mouvement panafricain. À quoi il sert le mandat? Donc, je dis, la politique n'est pas un calcul d'intérêt.
ce n'est pas le Ndjangi comme certains le disent. La politique, c'est un sacerdoce. On entre en politique comme dans un sacerdoce. Donc, mon adhésion, si vous voulez, mon soutien à Cabral Libye et mon adhésion au mouvement 11 millions de citoyens, c'est un sacerdoce. Et puisque c'est un sacerdoce qui est capable de porter l'upécisme, vous comprenez comment je suis à l'aise dans ce mouvement. Alors, il faut peut-être que nous ayons votre regard sur l'élection présidentielle qui vient de se terminer, qui a vu émerger une nouvelle classe politique et était peut-être le début de la fin pour certains, au rang desquels le Social Democratic Front. Au rang, pour parler de celles qui ont émergé, il y a par exemple le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. Quel est le regard que vous jetez par exemple sur un parti politique comme celui-là, qui après quelques années d'existence seulement est passé deuxième à une échéance aussi importante que celle-là? Écoutez, ce statut de deuxième ne vaut pas la situation politique nationale du SDF. Parce qu'il faut rappeler que ce statut de deuxième correspond officiellement tout au moins à 14% de l'électorat. Et ce statut de deuxième... Sans compter qu'il y a le hold-up électoral qui est encore en cours, en cours de réclamation par le président Maurice Kamto. Je ne veux pas entrer dans ce jeu du hold-up. Lorsqu'on a un citoyen... Vous n'y croyez pas? Mais écoutez, lorsqu'on a un citoyen conscient, vous comprenez, on fait des choix qu'on ne discute pas. Notamment le choix institutionnel. Le rôle d'un bon citoyen, c'est de réclamer, si vous voulez, des changements institutionnels, des réformes. Vous comprenez? Ce n'est pas de contester les institutions en place. C'est un mauvais citoyen et je ne joue pas ce jeu. Vous comprenez? Donc le hold-up, franchement, je n'entre pas dans ce jeu qui ne correspond pas à l'idée que j'ai de la politique, ni à l'idée que j'ai de ma propre citoyenneté. Vous comprenez? La citoyenneté, c'est un engagement à construire ensemble. Et dans ce jeu, dans ce mouvement de construction commune, il y a des insuffisances. Mais on ne casse pas la baraque pour ça. On ne remet pas la souveraineté nationale en cause parce qu'il y a des insuffisances. Donc, je suis d'accord. Quel regard je pose sur le MRC? D'abord, je pense que c'est un parti excessif. Il est excessif dans ses revendications. Il est excessif d'abord dans son existence. Vous savez, le MRC est un parti qui naît au moment où il y a plus de 200 partis, peut-être même 300 au Cameroun. Donc, il naît avec des personnes pour lesquelles on devait pouvoir compter pour la réduction du nombre de partis. Ça veut dire quoi, réduire le nombre de partis? C'est trouver la possibilité d'un mouvement de rassemblement des forces politiques. Parce que s'il y a 300 forces politiques, il y a certainement 150 qui doivent avoir les mêmes visions. Et moi, je dis, c'est ce que... Une idée de rassemblement. Il faut une idée de rassemblement. Mais vous voyez, les personnes comme le professeur Kamto qui crée ce parti, il le crée par exclusion. C'est-à-dire en devenant le 301e parti ou le 251e parti, il exclut 200. Oui, mais il y a aussi qu'il a pu mobiliser 14% des voix. Mais 14% des voix représentent quoi lorsque l'électorat a 4 millions? Là, on est dans les faits. Vous comprenez? Non, mais ça ne représente rien. Et puis, c'est contextuel, c'est conjoncturel. L'élection présidentielle est une élection conjoncturelle. Vous comprenez? Il faut qu'il nous donne du 14% dans un processus qui comporte élections municipales, législatives, sénatoriales, peut-être régionales. Dès qu'il nous donnera 14%, on va commencer à le respecter. D'accord. Vous comprenez? Mais au niveau, si on fait ce parcours, au niveau des élections municipales, législatives, etc., je ne suis pas sûr qu'il représente 0,1%. Il représente à peine 0,1, même pas 1%. De toutes les façons, même si on y ajoute, c'est 14%. Je pense que c'est important de le dire. Il faut que les analystes disent aux Camerounais quel est le poids politique. Alors, à l'heure actuelle, parce que vous l'avez comparé au SDF, il faut absolument éviter de faire ce genre de comparaison. Le SDF est beaucoup plus fort. Je dois dire que même l'UPC... Même sans ces bastions principaux, dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont aujourd'hui en crise. Voilà. Alors, je voulais également vous dire, parce que vous l'avez évoqué, il ne faut pas croire que
mon calcul politique repose seulement sur le fait que Cabral ait eu un bon score dans mon département d'origine. Encore que son score n'est pas très bon par rapport à des scores qu'il a eu dans la Damawa, oui, par rapport à des scores qu'il a eu dans l'extrême nord. Vous comprenez? Alors, qui sont largement supérieurs au score de mon département. Et ça, c'est quelque chose à relever qui est très important. Non, mais là, on parle de vous. Là, on est dans votre département. Non, mais je suis d'accord. Mais ça veut dire qu'avec lui, je peux me permettre de sortir de mon département pour aller faire la politique ailleurs. Vous comprenez? Et j'aurai toujours un bon calcul. Donc, je pense qu'il faut voir cette dimension de grande ouverture, surtout cette dimension, cette volonté de rassemblement. Oui. Vous comprenez? Alors, pour sortir définitivement de la question de l'Union des populations du Cameroun, nous avons plusieurs sujets d'actualité que nous allons commenter tout à l'heure. Peut-être, comment redresser l'Union des populations du Cameroun aujourd'hui? Mais écoutez, j'en suis plus. Il faut dissoudre. Donc, créer un autre parti qui porte les idées. Je vais répondre. J'en suis plus. Donc, je suis mal placé pour en parler. Parce que c'est la vie d'un ancien aussi. Ouais, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut que l'Union des populations du Cameroun accepte que l'héritage d'unité nationale, l'héritage de souveraineté, l'héritage de développement, c'est-à-dire de l'élévation rapide du standard de vie des populations, est porté par plusieurs Camerounais qui ne militent pas dans l'Union des populations de Cameroun. Oui. Il faut mobiliser tous ces Camerounais dans un mouvement synergique, dans une synergie politique commune, et c'est cette synergie politique qui va porter, si vous voulez, non plus l'UPC, mais l'UPCisme qui a été légué par Oumiobe, Moumié, Wandje, Bobo Ayatou, Ndetoumaza, etc. Et c'est ça qui doit être l'interpellation et le conseil que je fais aux jeunes. Je dis aux jeunes aujourd'hui de militer pour la souveraineté nationale, de militer pour la paix et l'unité nationale, de militer pour l'élévation rapide, je dis bien rapide, du standard de vie des Camerounais, de militer pour le panafricanisme, c'est-à-dire une vision panafricaine de la politique. Et dès que vous militez cela, vous êtes UPCiste. Pas UPCiste de l'UPC Cameroun, mais UPCiste comme héritier des pères fondateurs. Et je dis, si l'UPC aujourd'hui peut rassembler tous les jeunes Camerounais, tous les Camerounais qui sont porteurs de cet héritage, parce qu'ils sont partout, alors l'UPC se relèvera. Alors, on vous a compris. On parle d'autre chose à présent, cette fois-ci de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Déjà bientôt 3 ans que ça dure dans ces parties du pays. Et le 23 juillet dernier, la Chambre des représentants du Congrès américain adoptait une résolution dans laquelle elle demande au gouvernement de reconstituer en tout cas un système fédéral. Selon vous, ce serait la solution pour non. En finir décidément avec les tensions? Non, ce ne serait pas la solution. Parce qu'en réalité, les tensions résultent de ce que la décolonisation n'a pas été bien faite. C'est-à-dire les Américains, les Français, les Anglais, les porteurs du colonialisme, n'ont pas entendu redonner la souveraineté à nos peuples. Et parce qu'ils ne veulent pas donner la souveraineté à nos peuples, ils créent des poches de conflits, des poches de belligérance. Il faut nous laisser décider par nous-mêmes. Les Américains ont des problèmes importants. Et je suppose qu'ils gèrent ces problèmes par eux-mêmes. Je suppose qu'ils ne toléreraient pas que les Camerounais leur suggèrent les solutions à leurs problèmes. De la même manière, c'est très irrespectueux de penser, étant aux États-Unis... Ça reste au stade des suggestions. Je dis c'est très irrespectueux. Et je pense d'ailleurs que vous, journalistes, vous ne devriez pas traiter ce genre de sujet. Parce que c'est ne pas respecter votre peuple. Vous appartenez à un peuple. Nous sommes un peuple intelligent, certaines fois plus intelligent que le peuple américain. Vous comprenez? Oui. Ils doivent respecter notre peuple en nous laissant résoudre nos problèmes, en évitant de nous créer des problèmes. Et ils nous ont créé des problèmes en venant faire le système du colonialisme, en venant nous imposer leurs institutions, en voulant nous imposer leur mode de pensée,
En le faisant, ils ne nous respectent pas. Alors, là, ils perdent même l'humanité. Alors là, nous sommes sur les braises ardentes. C'est très important ce que je dis. Oui. Ils perdent l'humanité. C'est ce déficit d'humanité, cette transformation de la violence en humanisme qui fait qu'aujourd'hui, des compatriotes du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest pensent que plutôt que de préparer des élections, on doit développer des stratégies de domination, de stratégies guerrières qui vont, par la violence, imposer le leadership. Vous voyez la mainmise de l'Occident sur la crise? Absolument, vous n'en voyez pas, vous, sincèrement? Non. Il y en a. Il y en a alors si vous n'en voyez pas. C'est cette mainmise qui fait Dès le début de la crise, ce sont des revendications sociales qui avaient été posées, on est bien d'accord. Mais bien sûr. Oui. Mais écoutez, combien de revendications sociales en France, en Amérique, ont donné lieu à des guerres civiles? Hein? Vous voulez que nous, Camerounais, on suggère au président, je ne sais pas moi, des gilets jaunes en France, de prendre des armes pour chasser Macron, parce que Macron est intolérable? C'est inadmissible. Oui. Le peuple africain... Les Américains n'ont pas suggéré de prendre les armes. Mais c'est ce qu'ils suggèrent, autrement, en d'autres termes. Écoutez comment ils ont... Vous voyez le fédéralisme comme une étape par contre, de partition du Cameroun? Mais bien sûr. Écoutez, par contre, la crise anglophone, c'est une crise importante. Et il faut la respecter. Parce que vous avez des peuples qui sont nos compatriotes, qu'on a contraints à vivre dans une autre langue. C'est-à-dire, on vous dit que vous avez le droit de parler l'anglais, mais au quotidien, en fait, on vous impose le français. Oui. Ça, c'est quelque chose d'assez grave et d'assez important. Mais ça n'a pas enlevé que ces compatriotes sont des Bamileke, sont des Sawa, sont des praticiens du culte ancestral africain comme leurs frères francophones. Donc cette fraternité, elle est plus importante que la langue. Et je dis que cette fraternité permet que nous nous asseyons pour résoudre nos problèmes. Mais justement, c'est là où vous avez un problème. L'Occident a un œil, un regard trop présent sur nos problèmes. Et un œil qui veut nous conformer à la culture occidentale. Nous ne sommes pas des blancs pauvres à la peau noire. Nous sommes un peuple, nous sommes des hommes différents, avec des valeurs culturelles différentes. Et c'est ces valeurs culturelles qui doivent asseoir la solution à nos problèmes. Voilà. Donc, les Américains n'ont pas vraiment à nous suggérer. Nous avons des solutions à nos problèmes. Et parmi ces solutions, on peut envisager le fédéralisme, mais il y a d'autres solutions qui sont envisageables. Alors, d'autres solutions, il y a le dialogue national inclusif qui est annoncé depuis quelques mois déjà. Le Premier ministre avait été mandaté par le président de la République lui-même en région, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour aller porter l'offre de dialogue. Le gouvernement camerounais aurait saisi la Suisse pour intervenir cette fois comme médiateur. Vous pensez cette fois-ci que cela pourrait être crédible? Écoutez, pour mener à bien ce dialogue? Écoutez, lorsqu'on dit du dialogue inclusif, il y a un terme que je souligne, inclusif. Mais il faut un regard neutre. Mais pourquoi? Vous croyez vraiment que pour régler les problèmes de votre maison, de votre famille, on n'a pas besoin... il faut que le voisin vienne? D'accord. Donc, je dis, si cette démarche est celle du gouvernement, j'en suis désolé. Et c'est le cas. Parce que nous devons asseoir un dialogue inclusif. Oui. Cela comporte quoi? Il faut mobiliser les valeurs anthropologiques de la nation. Il faut mobiliser les valeurs anthropologiques de la nation. Toutes les unités anthropologiques doivent être saisies. Et on doit trouver un espace où on pose la question, que faisons-nous ensemble? Avons-nous envie d'être ensemble? Que gagnons-nous à être ensemble? Sommes-nous capables de nous protéger? Sommes-nous capables de nous développer ensemble? Et lorsqu'on aura posé cette question, qu'on aura apporté des réponses, on les dira à la terre entière que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont décidé désormais de constituer un Cameroun qui sera dirigé
et qu'il va fonctionner de telle ou de telle manière. Alors, en attendant, il y a des partis qui ne sont pas d'accord. Mais il faut que ces partis se décolonisent. Parce qu'en réalité... Je parle par exemple des séparatistes, le leader séparatiste Ayoub Tabé, qui a fait savoir que le seul intermédiaire crédible dans ce cadre serait par exemple l'Organisation des Nations Unies. Il faut que M. Ayoub Tabé... Avec comme observateur la France et l'Angleterre. Il faut que M. Ayoub Tabé se décolonise. Il faut que, comme le gouvernant actuel, il faut qu'il se décolonise. Parce qu'en fait, la France, l'Angleterre, les Nations Unies, vous croyez que ces organisations ont été instituées ou mises en place pour protéger M. Ayoub Tabé? Il faut que M. Ayoub Tabé sache qu'en fait, ces organisations sont là pour l'exploiter. Pour que lui, Ayoub Tabé, ne parle pas sa langue maternelle, mais qu'il parle l'anglais. Oui. Que lui, Ayoub Tabé, ne jouisse pas du pétrole de son territoire, mais qu'il le donne aux autres. Que lui, Ayoub Tabé, prenne des armes, non pas pour se protéger, mais pour tuer ses propres frères. Et lorsqu'il les aura tous exterminés, on le finira lui-même. La France et l'Angleterre, c'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Mobutu? Qu'est-ce qu'ils ont fait à tous ces dirigeants à Bokassa? C'est exactement ce qu'on va faire à M. Ayoub Tabé. Ça, il le sait. Il ne le sait pas. Mais comme il est aliéné, c'est-à-dire il est emporté par cette civilisation de la domination que vendent les États-Unis et l'Occident, eh bien, il n'arrive plus à penser qu'il est assis sur l'or et que les autres viennent prendre cet or pour le laisser les mains vides. Donc il faut qu'il se décolonialise, oui. Et dès qu'il le fera, il va s'asseoir avec ses frères et il va constituer un État où chacun aura des droits et où chacun aura son intérêt. Alors, parlons d'autre chose à présent. Vous êtes d'accord avec moi qu'au lendemain de l'élection présidentielle, le discours de haine dans l'espace public s'est fait de plus en plus remarquer, allant même jusqu'aux appels au génocide. Maître Nouga, comment en sommes-nous arrivés là? Mais écoutez, d'abord, je ne crois pas que c'est un véritable discours de haine. Parce qu'il y a... Qui est qui? Le discours que vous évoquez est un discours de manichéisme. C'est-à-dire, il y a des esprits qui vendent l'idée qu'on ne peut pas changer le Cameroun par les élections. Oui. Ne pouvant pas changer les élections par les élections, on va le changer par l'insurrection. Et comme ils n'ont pas d'acteurs pour l'insurrection, ils disent aux gens, on vous hait. Ils stigmatisent des groupes. Oui. Ils disent, tel est de tel groupe, ils n'aiment pas tel qui est de tel groupe. Et son problème est de créer dans deux groupes qui seront soit pour, soit contre. Et avec deux groupes, dès lors qu'on les arme, il y a une confrontation. N'oubliez pas qu'il y a également des gens qui disent, qui l'ont dit publiquement, qu'on va rendre le Cameroun ingouvernable. Bien sûr. Vous comprenez? Donc c'est une stratégie, mais cette stratégie politique, en réalité, ce n'est pas une stratégie nationale. C'est une stratégie extravertie, c'est une stratégie de l'extraversion. C'est-à-dire des gens qui veulent utiliser la domination comme seul paradigme d'action politique. Vous avez l'impression que leur message passe? Mais leur message ne passe pas, il est imposé. On drogue les gens pour qu'ils admettent cela. On les abrutit. Vous comprenez? On les inonde de fausses informations par les réseaux sociaux. Et regardez, écoutez un tout petit certaines chaînes officielles de l'État français sur l'Afrique. Il y a des chaînes médias français sur l'Afrique qui font de la politique française sur le Cameroun sur la base des rumeurs. Aucune étude crédible, sur la base des contestations complètement, absolument légères. Et c'est ces informations erronées qui sont répétées à longueur de journée sur ces radios, sur ces télévisions, pour l'Afrique, au point où les Camerounais qui reçoivent ces informations en quelque sorte abrutis. Quand ils ne sont pas suffisamment abrutis, il y a une sorte de politique d'abreuvement. On leur donne à boire. Ils boivent de façon qu'ils perdent en réalité la capacité d'analyser la situation. Et quand on voit que la boisson n'est pas suffisante, on injecte des drogues. Aujourd'hui, dans les écoles, il y a des drogues qui circulent. C'est pour justement permettre que les Camerounais soient suffisamment
abruti Oui. pour gober ces discours qui sont vendus par quelques individus bien connus Oui. et qui ne sont pas convaincus eux-mêmes Qui sont dans la diaspora. qui sont dans la diaspora et qui ne sont pas convaincus qu'il y a de la haine entre les Camerounais. Vous croyez vraiment qu'il y a de la haine entre les Boulous et les Bamileke? Où ici, c'est où? Il n'y a pas, où est cette haine? Elle se manifeste en quoi? Pourtant, écoutez les radios et les télévisions. Et lorsqu'on vous donne un peu de hashish et que vous fumez, vous prenez cette imagination comme une réalité. Et quand on vous met une arme entre les mains à ce moment-là, eh bien, vous allez tirer sur votre propre frère. Alors, donc, ce n'est pas un discours de la haine, c'est une stratégie de déstabilisation. Oui. C'est une stratégie qui permet que nos peuples ne puissent pas s'asseoir pour organiser leur propre bien-être, pour profiter de leur propre mine, de leurs propres ressources naturelles. Parce que lorsqu'il y a une déstabilisation de l'État, c'est encore ces messieurs qui viendront vous dire, écoute, on va vous apporter à la paix, on va porter des forces d'interposition. Comment on exploite l'or de Centrafrique? C'est par les forces d'interposition. Vous le savez bien. Donc je veux dire, il n'y a pas de haine entre Camerounais. C'est une intention d'insurrection qui permet de faire une guerre civile, de créer le désespoir au sein de la population camerounaise et de permettre la continuation du colonialisme, du nouveau colonialisme, de l'exploitation de nos ressources et de toutes nos capacités économiques et de progrès. C'est une manipulation pour nous empêcher de nous développer. On vous a compris. Cette diaspora dont on parlait s'est également manifestée lors du séjour, très court séjour privé du président Paul Biya du côté de la Suisse à travers des manifestations sur l'espace public. Certains journaux de Genève font état de ce que ce sont ces manifestants qui ont fait partir le président de la République, qui l'ont obligé à écourter son séjour. Quelle est la vision, par exemple, que vous jetez sur ces manifestants de la diaspora camerounaise? Une forme d'exaspération? Mais il faut regretter cette attitude. Et pour cela, je pense qu'il faut jeter un vrai regard sur la notion de diaspora africaine et surtout diaspora camerounaise. Parce que la diaspora, à mon entendement, c'est ces Camerounais qui vivent à l'étranger, mais qui sont toujours Camerounais. Mais vous savez bien que parmi eux, nombreux ont perdu la nationalité camerounaise. Mais pourquoi ils continuent à faire tant de bruit sur le Cameroun? Est-ce que justement, ce n'est pas pour faire pression sur la question de double nationalité? Mais ce n'est pas de cette manière. Je pense que les Camerounais qui sont à l'étranger, notamment en Europe, devaient voir comment les Européens affirment leur citoyenneté. Ils n'affirment pas leur citoyenneté par comparaison à la citoyenneté américaine ou par comparaison à l'Afrique. Ils affirment leur citoyenneté par rapport aux besoins de leur peuple, à la projection qu'ils se font de leur peuple. Il faut avoir un regard prospectif. Alors, tout cela intervient au moment où certaines manifestations sur la voie publique sont interdites au Cameroun. Est-ce que cela n'est pas une forme de déportation des frustrations? C'est-à-dire qu'incapable de manifester à l'intérieur, on va le faire à l'étranger. À défaut d'être cela, c'est tout au moins un prétexte. Vous savez, nous avons dénoncé cette manière de faire. Et il faut aller au-delà, en fait. Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'au Cameroun, les fonctionnaires ont confisqué l'espace public, ou veulent confisquer l'espace public. Au nom de la fonction publique, on veut s'approprier en réalité le bien commun. C'est ainsi que les sous-préfets, contrairement à la loi, qui leur dit qu'on ne peut interdire qu'une manifestation qu'en cas de trouble à l'ordre public. Ils interdisent des manifestations pour montrer qu'ils soutiennent un parti politique, le RDPC. Ils soutiennent le parti au pouvoir. Ils interdisent les manifestations. Ils interdisent des manifestations quand la tête d'un individu ne leur plaît pas. Ils interdisent une manifestation. Ils interdisent à tort et à raison. Et personne ne fait rien. Et nous avons des forces de l'ordre qui interviennent pour protéger ce genre de choses. Je dis et je répète, nul n'est obligé d'obéir à un ordre illégal. Moi, lorsqu'un sous-préfet
a posé un acte de ce genre, je l'approche, je lui dis, monsieur le sous-préfet, votre décision d'interdiction est illégale et je ne peux pas y obéir. Vous la bravez. Et je la brave, ici au Cameroun. Vous comprenez? Parce que je ne peux pas obéir à un ordre illégal. Je la brave d'un double titre. Au titre physique, c'est-à-dire, je lui dis, ce que vous avez fait, je vais faire le contraire parce que c'est illégal. Et puis, je saisis les juridictions compétentes pour faire voir annuler cela. Ça donne des résultats. Ça donne des résultats en ce que le sous-préfet qui sait qu'il sera poursuivi à titre personnel, en général, il commence à discuter. Et quand on discute, on se comprend. Et quand on se comprend, on trouve la solution aux problèmes qui se posent. Alors, et je suggère que nous entrions tous dans cette logique citoyenne, de recherche de la paix, mais aussi de recherche de l'intérêt commun. Oui. Parce que l'intérêt commun est supérieur à tous nos intérêts particuliers. Alors, l'actualité au Cameroun a également été marquée par ces soulèvements, cette agitation dans les prisons camerounaises de Yaoundé et de Buea, mettant ainsi sur la table du débat la question de la surpopulation carcérale et même des conditions de vie des détenus. Yaoundé, Buea, d'après vous, simple coïncidence ou alors c'était prémédité? Non, c'est pas une simple coïncidence. C'était pas prévisible, c'était préparé à mon avis. Oui. On ne peut pas enlever ces incidents, les enlever du contexte social camerounais actuel où la quête, la recherche de la belligérance est entretenue. Vous comprenez? On recherche à créer une situation insurrectionnelle par tous les moyens. Ça arrive surtout dans ces conditions. Et là, je dis, il faudrait que les enquêtes aillent en profondeur. Je suis tout à fait d'accord. Faut que nous avons une situation carcérale que nous dénonçons depuis plus de 20 ans. Il y a une surpopulation carcérale, très mauvaise, une très mauvaise gestion de la détention préventive et qui fait que en réalité cette justice qui rend service, cette justice qui envoie à tour de bras les gens en prison, je dis, d'abord, elle manque de crédibilité et elle crée cette situation. Et évidemment, l'État qui ne fait rien. Alors, je vous donne des chiffres. Au 31 décembre 2016, la population carcérale était composée de 29 341 détenus, dont 16 439 prévenus et 12 902 condamnés pour une capacité totale de 17 915 places. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce nombre élevé de... L'inertie, la mauvaise gestion de la détention préventive. Oui. Vous savez, la loi dit que la détention est une exception. Oui. Mais lorsque on vous arrête aujourd'hui, filouterie de loyer, vous êtes déjà en prison. C'est pas normal. La loi dit que la détention ne peut pas intervenir en cas de délit, sauf si vous n'avez pas un domicile connu. Mais écoutez, filouterie de loyer, votre domicile est là. Comment on l'a fait pour être en prison pour une histoire de... C'est quoi? Diffamation? Filouterie de loyer. Oui. Tout le monde connaît où il habite, où sont ses parents. C'est pas un étranger. Il y a diffamation aussi. Mais je dis, voilà, c'est une très mauvaise gestion de la loi. Et ça, j'ai toujours interpellé nos amis les magistrats. Je leur ai toujours dit, vous faites mal. Il y a d'ailleurs des peines alternatives. Qu'est-ce qu'on fait pour les appliquer? La loi a prévu que le magistrat peut décider qu'au lieu de te mettre en prison, on te soumet aux travaux d'intérêt public. Oui. Mais écoute, personne ne le fait. Les magistrats ne le font pas. Pourquoi? Donc je dis, il y a la mauvaise gestion. Il y a également depuis plus de 20 ans, nous dénonçons la surpopulation carcérale. Nous demandons la création des prisons à Yaoundé, à Douala. Vous savez, c'est très récemment, je suppose, la situation quasi guerrière dans laquelle nous nous trouvons, qui a poussé qu'on transforme une partie du sein en prison. Mais il faut créer des prisons. Dans la périphérie de Yaoundé, Kondengui même, c'est trop à l'intérieur de la ville. Il faut l'éloigner un peu de la ville. Ça coûte quoi créer une prison? Le ministre veut des fonds. Eh bien, je lui dis de regarder les frais de justice criminelle. Qu'il regarde ce que la justice criminelle rapporte, qu'il regarde ce que rapportent les dépenses, etc. Il y a suffisamment d'argent là-dedans pour créer des prisons. Mais cet argent sert à quoi? Il faut que des contrôles
passe pour nous dire à quoi sert cet argent, hein, qu'on transforme en frais de mission, en ceci, en cela, alors qu'il y a des vraies choses qu'il faut faire. Vous comprenez? Il faut pour créer une prison à Yaoundé, ça ne nous demande pas 6 mois. Ça ne demande pas 6 mois, il y a de l'argent pour ça. Et s'il n'y en a pas, qu'on descende pour le recouvrer. Alors, au soir de ces manifestations, de ces soulèvements, il y a eu bien sûr des détenus qui ont été interpellés pour exploitation, a dit le ministre de l'administration territoriale, mais un communiqué de l'ONG Amnesty International annonce qu'au lendemain de ces événements, près de 60 membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun notamment seraient donc torturés du côté du secrétariat d'État à la Défense. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas prendre Amnesty International au sérieux. Je voudrais le dire très solennellement. Si vous avez vu l'image du vice-premier, du vice-président. Ce que je dis, il ne faut pas prendre Amnesty International au sérieux. On vous a compris. Que ce soit image ou pas image. Alors, vous comprenez, moi, je n'ai pas vu ces images. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il est clair que j'ai aussi vu des avocats de Mamadou Mota. Écoutez, je n'ai pas lu ça, il ne m'était pas adressé, je ne l'ai pas eu. Je suis désolé, je condamne. Hein, j'ai quand même vu M. Mamadou Mota, en tout cas dénudé. Je ne sais pas dans quelles conditions, mais je dis c'est pas un traitement, c'est pas un traitement ni pour détenu, ni pour inculpé, ni pour garder à vue. On n'a pas besoin de dénuder quelqu'un. Alors, mais comme je ne connais pas les circonstances dans lesquelles ces images ont été faites, je ne peux pas me prononcer. Et je dis que ces images cette image en tout cas ne permet pas à Amnesty International de dire qu'il y a des tortures et de donner des chiffres qu'il donne. Je dis et répète, j'ai vu aussi des brûlés, j'ai vu des prisons brûlées. J'ai vu des personnes agressées, des images de personnes agressées par des détenus. Cela signifie qu'il est possible que des détenus aient commis des infractions au cours de cette période, de ces moments, et cela justifie que ces détenus soient arrêtés et qu'ils soient mis en examen. Tout au moins qu'on ouvre une enquête et qu'on sache, parce que c'est à travers l'enquête qu'on doit connaître qu'est-ce qui s'est passé et pour que le juge éventuellement se prononce. Mais je dis, il faut absolument que si l'on veut faire de la politique, qu'on évite de mélanger politique et vie publique, et j'ai envie de dire, et manipulation. Vous comprenez? La politique, c'est une offre sociale que des personnes, dans un esprit sacerdotal, proposent à leur peuple. Vous comprenez? La quête de l'insurrection, en tant que telle, on peut arriver à une insurrection, ça peut arriver, mais la quête de l'insurrection en tant que telle n'est pas une action politique. D'accord. Maître Louga, merci à vous. Nous sommes arrivés au terme des 52 minutes, le temps que devait mettre cette émission. Je vais vous donner l'occasion en 1 minute de regarder la caméra qui est droit devant vous et de dire peut-être un dernier mot, une question que j'aurais oublié de vous poser. Peut-être c'est l'occasion de nous la faire savoir. Oui, écoutez, je ne vais pas dire quelque chose d'important, mais je vais quand même d'abord remercier cette émission qui m'a donné l'occasion de dire un certain nombre d'opinions. Je voudrais, le dernier mot et peut-être la question que j'attendais était la question de l'alternance. Je pense que l'alternance sociale est une responsabilité de tout responsable social, y compris à partir de la famille même. L'alternance sociale au niveau de l'État devait également être envisagée par le chef de l'État. Non pas comme, je ne sais pas moi, un legs, mais comme une orientation sociopolitique importante. Et je suis un tout petit peu dans le regret de constater que plusieurs de nos élites politiques n'envisagent pas de laisser un message en vue de garantir une alternance sociale paisible et pacifique au Cameroun. Voilà, merci à vous, Maître Jean-Marie Nougan. On vous souhaite bonne suite dans votre parcours politique. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de votre émission L'Invité. On se retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau client. Quant à vous, je vous conseille de rester bien scotché sur les programmes de Humanitarian TV pour un monde meilleur. Bonsoir.